Salut et bienvenue dans Baleine sous gravillon. Aujourd'hui, nous allons prendre de la hauteur et de la vitesse. En effet, aujourd'hui nous allons parler d'une pratique, d'un sport, d'une passion, qui est une des plus impressionnantes du monde, une des plus risquées aussi. Aujourd'hui, nous allons parler du wingsuit. Alors, vous avez tous vu ces images d'hommes volants avec une combinaison qui relie leurs poignets à leurs chevilles et qui transforme leur corps en mini-avion. Avec leur combi, ils s'élancent des montagnes, frôlent les falaises comme des fusées, filent dans les vallées encaissées au ras des arbres. Les wingsuiters planent en général à 200 km/h, avec des pointes à près de 360 km/h, et ça c'est la vitesse d'un faucon pèlerin en piqué, l'animal le plus rapide du monde, toutes catégories confondues. En parlant d'animaux, la ressemblance de wingsuit avec un petit animal qui s'appelle l'écureuil volant est frappante. Grâce à une membrane de peau qui s'appelle le patagium et qui relie leurs pattes avant à leurs pattes arrière, ces écureuils peuvent planer sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres d'arbre en arbre. Le record appartient à l'écureuil volant géant d'Asie, 457 mètres. Pour parler du wingsuit, j'ai appelé Thomas Malael, qui est prof de cette discipline incroyable dans les environs de Gap, dans les Hautes-Alpes. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc vous êtes moniteur de parachutisme depuis 15 ans de manière officielle, ça fait 20 ans que vous sautez. Là je vous appelle, vous êtes à Gap dans les Hautes-Alpes et puis on va évidemment parler de votre sport qui s'appelle le wingsuit ou le wing. J'entendais tout à l'heure que vous disiez le wingshoot quand on a préparé cette émission. Vous dites le wingshoot ou le wingsuit? Wingsuit. D'accord. Alors ma première question, c'est tout simplement comment vous êtes tombé dans cette marmite-là? Comment vous avez eu envie de sauter dans le vide, ce qui est quand même pas une idée humainement facilement compréhensible? Alors moi, j'étais pas vraiment prédestiné à ça. J'en avais jamais entendu parler avant de rencontrer deux amis quand j'étais étudiant qui m'ont parlé de ce sport. Et c'est seulement après avoir essayé lors d'un premier week-end que j'ai compris que j'étais mordu et que j'allais en faire beaucoup. Alors je savais pas que j'allais en faire autant dans ma vie, parce qu'à l'époque je travaillais à Paris, mais j'en ai fait mon loisir, puis plus tard mon métier. Très bien. Alors, on voit à peu près comment vous êtes arrivé là, hein, pure passion. On va parler un peu de l'histoire pour commencer. J'étais surpris en faisant quelques recherches de constater que ce sport est beaucoup moins jeune que ce que je m'étais imaginé. Des hommes volants, vous le disiez toujours pareil quand on préparait, ça date d'Icare finalement. Mais je vois que concernant le wingsuit, les premiers travaux, les premiers essais remontent aux années 30. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui se faisait à cette époque-là? À cette époque-là, les hommes ont commencé à développer le sport du parachutisme. Et très rapidement, ils ont voulu retrouver, ce vieux rêve d'Icare de voler avec son corps, sans moteur, sans artifice. Et donc de créer des ailes rigides avec des structures généralement en bois à l'époque, et en mettant de la toile, en tendant de la toile entre ces morceaux de bois pour essayer de créer en fait suffisamment de surface pour ralentir en fait la chute et prolonger un peu le plaisir. Là, on est en train de se parler, c'est pile le 14 juillet, donc il est question de feu d'artifice, et qui dit feu d'artifice à Paris dit Tour Eiffel, et je crois savoir que il y a eu un premier essai tragique d'un homme volant qui partait de la Tour Eiffel. Ça, c'est vraiment le tout premier essai, en tout cas d'image d'archives qu'on ait, où effectivement à l'exposition universelle, un inventeur... C'était en quelle année? Il faudrait regarder. Alors du coup, oui Thomas, je prends le temps de vérifier et d'apporter quelques précisions sur cette histoire, qui est tragique mais fascinante. C'est vraiment une histoire dans notre histoire du jour, et j'en ai pas l'habitude, mais je fais une parenthèse après coup, que j'ai rajoutée au montage. Franz Reichelt est autrichien à l'origine. Il s'installe à Paris en 1900 et devient tailleur pour dames. L'époque est au début de l'aviation et les premiers accidents ont inspiré aux inventeurs de tout poil des idées de parachute. Dès 1910, Reichelt travaille sur la mise au point d'un costume parachute en toile caoutchoutée inspiré des chauves-souris. Chez les animaux, écureuils volants, mais aussi chauves-souris, cette membrane s'appelle le patagium. Je le disais dans l'intro de ce podcast. Reichelt procède à des essais avec des mannequins depuis la cour de son immeuble, puis se lance lui-même d'une hauteur d'une dizaine de mètres à Joinville. La tentative est un échec et sa chute est amortie par de la paille au sol.
Le petit journal rapporte qu'il a ensuite réalisé un autre essai, avec un mannequin cette fois, depuis le premier étage de la Tour Eiffel, mais apparemment, dans ce cas aussi, ça a été pas concluant du tout. Début février 1912, Reichelt annonce à la presse qu'il va lui-même réaliser un saut, depuis la Tour Eiffel, pour prouver la validité de son invention. Le dimanche 4 février, il se présente à 7 heures au pied de la Tour Eiffel. L'homme n'emmène pas large, il a d'ailleurs rédigé son testament la veille. Il fait froid, pas loin de 0 degré. La préfecture de police de Paris a donné son accord pour ce test, à la condition expresse que l'inventeur utilise un mannequin. Quelques policiers sont présents pour assurer le service d'ordre, mais cependant, aucun d'eux n'intervient pour empêcher Reichelt, qui est venu notablement sans mannequin, de se jeter du premier étage de la Tour Eiffel. À 8h22, devant une trentaine de journalistes et de badauds, et après une quarantaine de secondes d'hésitation, Franz Reichelt saute du premier étage, haut de 57 mètres. Malheureusement, son appareillage qui ne semble qu'à demi ouvert se replie sous lui, s'en mêle, et il tombe alors en chute libre durant quelques secondes et s'écrase sur le sol gelé. La tentative de Franz Reichelt a été filmée, ce qui a contribué à la rendre célèbre. La fin du film montre un témoin mesurant la profondeur du trou formé par l'impact du malheureux au sol, un trou d'environ 20 cm de profondeur. Aucun policier ne sera poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Le service d'ordre devait pourtant s'assurer qu'un mannequin devait être utilisé et surveiller le malheureux. Le préfet de Paris parlera alors d'attitude irresponsable de l'inventeur. Conséquence, la Tour Eiffel, comme tous les autres bâtiments très hauts, seront interdits à partir de cette époque pour tout type d'expérience similaire. Voilà, sur ce, revenons-en à nos écureuils volants, ou plutôt à nos hommes volants, avec Thomas. Il en a fallu du courage, parce qu'aujourd'hui, il en faut du courage pour sauter en parachute d'un avion, mais on sait que on risque pas grand-chose. Mais oui, c'est vrai que c'est vertigineux de s'imaginer à la place de ce mec. Personne n'avait jamais essayé ce qu'il a fait avant. Bon, pour lui, ça s'est mal passé. Ce type a essayé quelque chose, pour ainsi dire, sans aucun filet. Alors que ce que vous faites aujourd'hui, vous avez quand même toute la certitude de savoir que ça a été testé, que ça marche, etc. Bien sûr. D'ailleurs, c'est valable souvent pour tous les pionniers, mais lui, en particulier, c'est vrai qu'il était vraiment... Oui, il y a un courage et une confiance dans son invention qui est extraordinaire, parce que pour réussir à s'élancer d'un point fixe, pour l'avoir déjà fait, en tout cas, à peu près au premier étage de la Tour Eiffel, ça fait 100 mètres et quelques, je crois. Oui, il faut une sacrée dose de courage pour se lancer comme ça avec quelque chose qui n'a jamais été testé par l'humanité. Ouais, de courage et de folie, donc. Et un peu de folie, quand même. ouais, malheureusement. Ok. Alors je voudrais tout de suite, à ce moment de notre entretien, qu'on glisse le fait que ce sport me paraît, en tout cas à moi, inspiré en droite ligne d'un animal qui s'appelle l'écureuil volant. Et quand on voit une vidéo ou même une photo d'écureuil volant, c'est un animal extraordinaire qui a une espèce de membrane entre ses pattes de devant et ses pattes de derrière. Et de fait même, physiquement, ça ressemble à un wingsuit. Et donc, est-ce que vous qui en faites depuis si longtemps, cette inspiration vous paraît évidente? L'inspiration, elle est claire. D'ailleurs, on a souvent regardé, les parachutistes, les wingshooters, ceux qui pratiquent la wingshoot, se sont souvent amusés à regarder des vidéos sur YouTube d'écureuils volants se jetant d'arbre en arbre. Et évidemment, se sont fait parfois circuler les vidéos entre parachutistes parce que l'image est amusante et que, oui, ça nous fait tous penser à notre sport. Vous me disiez qu'il y a une marque très connue d'équipement. Oui. Qui s'appelle Squirrel, ce qui, à ma connaissance, est la traduction de l'écureuil volant. C'est le terme anglais. D'accord. Et c'est une des marques les plus connues actuellement dans notre sport, donc c'est pas une coïncidence. Je reste un peu sur ma faim, mais c'est pas grave, hein. On va pas s'étriper. Mais vous en parlez comme quelque chose d'amusant, que vous envoyez des vidéos. Mais moi, j'y connais rien, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est totalement inspiré. C'est-à-dire que c'est exactement votre combinaison de vol. Alors on va en parler tout à l'heure, hein, c'est très perfectionné, mais il y a une membrane qui joint les poignets aux pieds et qui augmente beaucoup la portance d'un être humain qui sans ça tomberait comme une pierre, on vient de le voir. Exactement. C'est exactement le profil d'un écureuil volant. Enfin, vous voyez, c'est pas juste amusant, je vous embête. Oui. Nous, c'est pareil en fait quand on regarde, surtout avec les grosses wingsuits modernes. Effectivement, le tissu va du poignet jusqu'au bout des pieds, voire même un peu plus loin avec les extensions. La toile se prolonge plus loin que le bout des pieds. Mais en fait, c'est un peu trompeur parce que ça ressemble plus, en fait, l'écureuil volant vole plus un peu comme les tout premiers, les pionniers dont on parlait plutôt dans les années 30, en fait. Ceux qui utilisaient le tissu pour essayer de créer une certaine traînée, une résistance à l'air, pour ralentir la chute.
C'est exactement ce que fait l'écureuil volant quand il s'élance. En fait, il saute et en fait, sa traînée, sa grande surface de peau entre ses membres, lui permet de freiner sa chute, non pas tout à fait de voler en fait. Ce que vous appelez la traînée, ce que j'ai du mal à comprendre, mais on va simplifier ça. La traînée, c'est le fait d'opposer un maximum de résistance à l'air. Exactement. Mais on n'est encore pas, voilà, c'est un peu l'ancêtre du vol, c'est pas très perfectionné, c'est juste, voilà, prendre le maximum de surface possible et être freiné au maximum par la résistance de l'air, point. C'est ça la traînée. Exactement. D'ailleurs, ça se voit quand on voit l'écureuil volant, la manière dont il arrive sur l'arbre, ça reste quand même assez violent. Hein. Il encaisse quand même un certain choc à l'arrivée, en fait. On voit quand même que ça reste une sorte de crash contrôlé, avec suffisamment peu de vitesse pour que ça passe pas mal, mais on sent quand même qu'il absorbe un sacré choc à l'arrivée. Alors que nous, du coup, ce qu'on utilise maintenant, ce qui a été démocratisé et réinventé par Patrick de Gaillardon dans les années 90, c'est justement plutôt de recréer un profil d'aile, d'oiseau, notamment si on veut faire un parallélisme avec la nature, pour ne plus tomber en ralentissant, mais essayer vraiment de créer de la portance et de voler. D'accord. Alors on va y venir, parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est ni plus ni moins que l'histoire du vol avec l'histoire de l'aile, et on va parler de l'intrados, de l'extrados et toutes ces choses-là. Je voudrais juste finir sur l'écureuil volant, qui est quand même l'animal qui m'amène à vous. Je sais pas si vous avez compris ça. Oui, j'avais bien compris. Il y a un truc que pour le coup qu'il y a chez l'animal et qu'il n'y a pas chez vous, et ne riez pas, c'est pas une blague, mais c'est la queue. Exact. Et la queue de l'écureuil volant, elle ne fait pas rougir celle des autres écureuils. Et encore une fois, c'est pas une blague. Il a une longue queue et j'imagine qu'il s'en sert comme d'un gouvernail. Et ce truc-là, vous l'avez pas sur vos ailes à vous. Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de ça? Comment vous vous dirigez? Nous, on se dirige uniquement en inclinant en fait le buste, en fait en inclinant l'aile. Comme un avion. Comme un avion. Et effectivement, après, un gouvernail, ça doit être génial, mais on n'a pas réussi à s'en faire pousser, hein, donc pour l'instant, on est obligé de faire ça. Mais ça doit être pratique. Les avions en ont, puisqu'à l'arrière, ils ont le gouvernail, et effectivement, c'est quand même bien pratique pour pouvoir notamment déraper et orienter l'arrière de son avion ou de son aéronef. D'accord. Mais nous, on n'a pas de queue, donc on fait sans. Donc on travaille que avec l'avant du corps, on travaille que au bord d'attaque, en inclinant. Alors très bien, vous avez prononcé le mot qui va me permettre d'enchaîner et vous avez réussi à pas faire de blagues graveleuses sur la queue, c'est parfait, moi non plus. Donc on enchaîne, on parlait d'aile, on a parlé de traînée effectivement et donc le grand progrès finalement, que ce soit dans l'aviation aussi, mais aussi dans ce que vous faites, c'est d'avoir imaginé, c'est ce qu'a fait Patrick de Gaillardon, donc le pionnier français du wingsuit, hein, vous l'avez dit dans les années 90, c'est qu'il a imaginé une combinaison que vous allez me décrire avec ce qu'on appelle un intrados et un extrados, c'est-à-dire une aile, je vais vous laisser l'expliquer, qui est creuse sur le dessous et qui est bombée sur le dessus. Alors expliquez-moi comment tout ça fonctionne. Alors tout ça fonctionne sur le même principe qu'une aile d'oiseau, une aile d'avion, tout ce qui vole actuellement dans l'ère moderne, sauf que quand on travaille avec du tissu, il faut avant tout créer des nervures, qu'on appelle des caissons, qui vont se gonfler à l'avant. Comme dans un parapente, pour ceux qui font du parapente. Comme un parapente, une aile de parachutisme. Qui rigidifie un petit peu l'ensemble. Qui va créer effectivement un volume avec une certaine pression à l'intérieur qui va permettre d'opposer une certaine résistance. Si on s'amusait à pouvoir toucher ou monter sur une aile gonflée, que ce soit encore une fois une aile de parapente, une wingsuit ou quoi, on s'apercevrait qu'elle est rigide. Elle est tendue. Alors qu'au sol, elle est toute molle. Le sol, bien sûr, c'est que du tissu. Oui, c'est-à-dire que la force de l'air qui s'engouffre dedans pourrait porter un poids très lourd. Oui, complètement. Il y en a qui ont déjà essayé de se mettre sur un parapente en vol ou pas? Oui, bien sûr. Les parachutistes le font parfois, ou le faisaient, parce que ça se fait un petit peu moins de nos jours, mais de monter debout sur l'aile d'un copain en venant par-dessus, et vraiment de se mettre debout, de mettre son poids dessus, et l'aile résiste en fait. Elle le supporte. Tant qu'on est dans ce qui me paraît être un peu une bêtise, mais vous allez me rectifier ou pas, j'ai vu des vidéos de wing shooters où il y a par exemple une dame qui chevauche un monsieur ou des gens qui se chevauchent. Est-ce que tout ça est bien raisonnable? Alors c'est tout à fait raisonnable, ça s'appelle un rodéo et c'est un peu une manière de faire profiter un parachutiste qui ne sait pas encore faire de wingsuit de pouvoir profiter un petit peu de ce vol en montant sur un copain qui lui sait en faire et ça fait un hybride parce qu'évidemment la wingsuit se dégrade, le vol de la wingsuit se dégrade un peu, mais continue quand même à voler un peu. J'ai vu des vidéos avec par exemple une dame qui cravachait un monsieur, c'était plus qu'un rodéo, c'était presque sexuel cette histoire. On peut y voir ça. Normalement elle est derrière le monsieur, donc voilà, ça reste soft. D'accord, ok. Alors, ok, donc on comprend mieux effectivement comment ça marche cette aile, donc avec des systèmes de caissons. Effectivement, on voit que c'est un peu boudiné cette histoire,
Tant qu'on y est, peut-être finissez de m'expliquer comment fonctionne cette aile. Vous disiez tout à l'heure que pour tourner, il fallait incliner le buste, etc. Terminez d'expliquer comment fonctionne un wingsuit. Est-ce qu'il y a des renforts, par exemple, rigides pour ne pas que... Moi, ce que je me dis, par exemple, j'ai jamais essayé, mais je me dis que ça doit être difficile de garder les bras tendus devant. Alors ça va dépendre du type de wingsuit. Là aussi, il y a eu quand même différentes générations. Avant, elles n'étaient pas pressurisées. Bon, la combinaison, par exemple, de Patrick de Gallardon n'était pas pressurisée, c'est-à-dire que du coup, il fallait, par la force de ses muscles, tendre effectivement le porte-attaque en poussant vraiment avec les bras, les épaules, les muscles dorsaux. Il fallait s'arranger pour vraiment garder, et les jambes, bien entendu, aussi, en tendant les jambes, les pointes de pied, essayer de rigidifier un peu son aile. Aujourd'hui, elles ont encore progressé, elles sont ce qu'on appelle pressurisées, c'est-à-dire qu'il y a des entrées, elles sont fermées à l'arrière pour que la pression interne soit encore plus forte à l'intérieur de la wingsuit, et ça permet de presque plus avoir besoin de forcer. Ah oui, donc j'apprends qu'elles sont fermées à l'arrière pour qu'il y ait encore plus de pression, pour rigidifier encore plus cette aile finalement. Oui, c'est ça, il y a des écopes en fait. Elles sont situées sur le ventre et dans le dos, pour pouvoir voler dans les deux sens, et si on veut voler que sur le ventre, elles sont situées que sur le ventre. Réexplique-moi effectivement cette histoire d'aile, de bord d'attaque, d'intrados, d'extrados. Comment ça fonctionne tout ça? Alors je rappelle que l'intrados c'est la partie creuse de l'aile, hein, si on imagine une aile d'oiseau. L'extrados c'est la partie qui regarde vers le dessus, c'est-à-dire l'extérieur de l'aile qui est un peu bombée. Et donc à partir de là, explique-moi comment ça fonctionne une aile, et peut-être en repartant de l'écureuil volant, c'est-à-dire on avait vu que l'écureuil volant, en gros c'est juste un espèce d'immense parachute qui joue juste sur la traînée, alors qu'une aile c'est un peu différent. Explique-moi ça, la notion de portance. Une aile, en fait, ça joue différemment. En fait, ça joue avec l'écoulement de l'air. Au niveau du bord d'attaque, l'air va se séparer en fait en deux. Donc le principe d'une aile, que ce soit une aile rigide ou une aile souple. Une aile rigide, c'est comme une aile d'avion, une aile de delta. Une aile souple, c'est une aile de parapente, de parachutisme ou même une wingsuit. Le concept reste toujours le même, à savoir que l'air qui passe au-dessus, sur la partie extrado, a plus de distance à faire que l'air qui passe en dessous sur la partie intrado. Et du fait qu'il ait besoin de faire plus de distance, il n'a qu'un seul moyen de rejoindre en même temps le flux d'air qui est passé en dessous, c'est d'accélérer. Et c'est cette accélération qui va créer une dépression au-dessus de l'aile, et la nature n'aimant pas le vide, l'air qui est en dessous va essayer de combler cette dépression en poussant, ça va exercer une force, qu'on appelle la portance, qui annule légèrement, pas complètement, la gravité, et qui va nous permettre de voler. Alors c'était limpide, je te remercie. Je crois que c'est même la première fois que je comprends si bien comment ça marche. C'est-à-dire qu'en effet, avec la vitesse, ces flux d'air passent au-dessus et en dessous de l'aile. Et ben voilà, il y a l'air qui accélère plus sur l'extrado, ça crée la dépression que tu as dit, et du coup, il y a le corps qui vole qui est soulevé. Exactement. Par cette histoire de dépression qui est créée. Ben merci, j'ai compris, c'était pas... tant mieux. C'était pas gagné au départ, mais grâce à toi, j'ai compris. On parlait de rodéo tout à l'heure. J'ai noté quelques dates en préparant cet épisode. D'abord, tout ce qui est record. C'est entre 2008 et 2012 apparemment tous les records. Je vois que le plus haut saut en wingsuit, vous savez où c'est? Le plus haut, c'était pas pour traverser la Manche? On va comparer. Moi, ce que j'ai, c'est 11,27 km. C'était un couple en Australie. Le 24 juillet 2008, le record d'altitude. Ah oui, d'altitude. Ouais. Bon, je sais pas s'il a été battu depuis. Non, je pense pas. S'il y est toujours, c'est que ça doit être vrai. C'est vrai qu'en général, les records de wingsuit, c'est surtout la distance qui va intéresser. Alors on va y venir, on va confronter nos sources. Ensuite, en 2009, j'ai un record de nombre de sauteurs. J'ai 68 sauteurs et malheureusement, je sais plus du tout où c'était, je l'ai pas noté. C'était quand? En 2009? Alors attendez, je suis devant mon ordi, donc je vais regarder. Ouais, voilà. Ah, c'était en Californie, à Lake Elsinore, Californie, 12 novembre 2009. Le vol comprenant le plus grand nombre de participants officiellement reconnus a réuni 68 sauteurs. Ah oui, le record de formation, de grande formation, oui. Ouais. Bon, voilà. Donc ça, c'était le nombre de sauteurs. Ensuite, en 2011, j'ai un japonais qui s'appelle Shin Ito qui établit le record du plus long vol en wingsuit couvrant une distance de 23,1 km. Ainsi qu'une vitesse de pointe de 363 km/h. Là, on est sur le Faucon Pèlerin. Ah là, ça a toujours été le but de la wingsuit, c'est de voler le plus longtemps possible et le plus loin possible. Oui, et apparemment, vous voyez, j'avais pas noté ce détail, mais 363 km/h, il me semble qu'on est proche de la vitesse atteinte en piqué
par le Faucon Pèlerin. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est de l'ordre de 400 km/h. En wing shoot, en fait, on a la composante verticale et à la fois la composante horizontale. Donc c'est la vitesse totale. On peut piquer en wing shoot intégralement, mais c'est pas vraiment le but. Et je finis avec le record que j'aime le plus. Alors ça, c'était en 2012, vol wingsuit avec posé sans ouverture de parachute. Gary Connery, cascadeur britannique de 41 ans, a sauté d'un hélicoptère en wingsuit avec un parachute de base jump au-dessus de nanana en Angleterre. C'était pas loin de Londres apparemment, avant d'atterrir sans ouvrir son parachute sain et sauf 731 mètres plus bas sur un amoncellement de 18 000 boîtes de carton rassemblées pour amortir sa réception. Eh oui. Et ça n'a pas été refait. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un leur fasse. Mais oui, il l'a fait. Et c'était extraordinaire. C'est extraordinaire de folie. De folie. Enfin. Ah oui. Il faut, sans utiliser, bon, il avait quand même un parachute, mais il n'en a pas eu besoin. Et une pile de carton, avec un casque au cas où, et il l'a fait. Pas grand chose à dire, à part de reconnaître la folie de cet homme qui a osé tenter le truc. Il y a une belle phrase que mon ex m'a apprise. Elle était complètement fan de Jean Cocteau. Et apparemment, dans son discours d'entrée à l'Académie française, Jean Cocteau a dit cette phrase que j'adore et que je vous offre aujourd'hui, qui me paraît particulièrement adaptée à votre sport. Le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. C'est très beau. Est-ce que quand on parle de ce Britannique qui a sauté sur ces amoncellements de boîtes en carton, et même ce que vous faites vous au jour le jour, ça paraît quand même extrêmement risqué. Lui, ce qu'il a fait, oui. Nous, ce qu'on fait au jour le jour, c'est pas très risqué, mais... Certes. Faisons un petit insert qui me paraît nécessaire. La mortalité dans ce sport. Il y a quand même des morts. Enfin, c'est comme en parapente. Il y a quand même pas mal de morts. Il y a plus de morts que dans d'autres sports. Là, il faut faire la distinction, par contre, entre la pratique parachutiste, où là, c'est un sport qu'on pratique d'avion, où là la mortalité est très faible et il y a beaucoup moins d'accidents par exemple qu'en parapente, et la pratique de falaise, pas d'un point fixe, donc le base jump associé avec une wing shoot, qui lui par contre a effectivement fait parler pas mal de lui ces 10 dernières années à cause de la mortalité, parce que oui forcément on n'est pas du tout dans les mêmes pratiques et dans les mêmes risques. Donnez-moi quelques chiffres. Combien il y a de gens qui font du parachutisme en général en France, de licenciés, que sais-je? Donnez-nous une idée du nombre. Il y a environ 5000 personnes qui pratiquent le parachutisme régulièrement en France. Par exemple, comparé au parapente? Je le fais en loisir, mais je suis pas aussi spécialiste du parapente. Je ne sais pas combien il y a de parapentistes. En plus, ce serait difficile parce qu'ils sont pas tous licenciés. Le parapente, on n'a pas besoin on peut s'élancer de n'importe quelle montagne. Donc, je sais même pas s'ils ont des stats officiels. Enfin, ils doivent savoir à peu près combien il y a de parapentistes, mais moi, je ne sais pas. Bon, écoute, c'est un truc que je fais de plus en plus. Je regarde en direct. Parapente France. Donc, je sais pas s'il y a des licenciés. Il y a forcément des licenciés, mais eux, ils ont besoin d'être licenciés que pour faire de la compétition. Donc, ils sont pas obligés pour... La preuve, moi, je suis pas licencié en parapente et j'en fais. Oui, d'accord. En 2018, pas moins de, en gros, 22 000 personnes ont souscrit une licence parapente. Oui, il y en a beaucoup plus que des parachutistes, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça que je voulais savoir, c'est que donc il y a plus de parapentistes que de parachutistes. Est-ce que, tant qu'on est dans la phrase de Cocteau, le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin, est-ce que il y a un sport qui est notoirement plus dangereux ou plus difficile que l'autre? Entre le parapente et le wingsuit. Encore une fois, si on parle de wingsuit, si on parle de base jump en wingsuit de falaise, et là aussi ça va dépendre de ce qu'on va faire parce qu'il y a différentes pratiques. Il y a des pratiques en wingsuit où les gens font du radada en descendant les pentes sur la montagne. On est sûrement quand même dans un risque qui est quand même beaucoup plus élevé qu'en parapente. Il y a quand même une différence. Alors là, pour le coup, j'enfonce vraiment une porte ouverte. C'est qu'il y a la notion du vide et de sauter dans le vide. La notion de vitesse et d'avoir les tripes qui se nouent. Moi, j'ai sauté dans le vide à quelques occasions dans ma vie. Ça m'a vraiment glacé. Enfin, je chiais dans mon froc. C'est le cas de tout le monde. Alors qu'en parapente, j'en ai fait aussi. On est toujours porté. Rien à voir. Il n'y a pas besoin de sauter. Donc je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de gens qui font du parapente, parce qu'il n'y a pas cette peur à affronter quand même. Faire du parachute, c'est sauter dans le vide. C'est quand même un truc qui est très anti-naturel. Tout à fait d'accord. On n'a jamais dit que c'était naturel de jeter d'un avion ou d'une falaise. Non, c'est sûr, c'est pas naturel du tout. Mais au bout d'un moment... Est-ce que tu as des pensées suicidaires, Thomas? Pas du tout. Mais au bout d'un moment, à force de développer une certaine confiance dans le matériel, dans sa propre technique, le plaisir finit par surpasser la peur, et après on n'oublie jamais totalement, et c'est pas plus mal d'ailleurs d'avoir toujours en tout cas une notion de stress quand on saute,
quelle que soit sa pratique, parce que c'est nécessaire pour rester vivant et pour continuer à faire attention. Mais on va dire qu'on n'a plus la peur du vide comme au départ. On est toujours dans un échange qui parle d'émotion, d'impression, de peur et de courage. Je voudrais que tu me racontes, ça fait 20 ans que tu sautes, les expériences les plus extrêmes que tu as connues dans ton sport. Oui, les souvenirs, c'est pas forcément l'extrême qui caractériserait. Je te donne un exemple et ça va te faire rire parce que j'ai fait 5 sauts en parapente dans ma vie. Mais moi, mon tout premier saut, j'ai eu une cravate. Ah oui. C'est-à-dire que, tu sais ce que c'est? C'est-à-dire que j'étais relié en radio à mon instructeur et le mec me dit, Marc, il y a un problème. Donc déjà, j'ai pas trouvé ça très subtil. C'était mon premier vol, hein. C'était mon premier saut, enfin premier vol. Et le mec me dit, il y a un problème. Ah, déjà là, j'étais encore moins rassuré. Et il me dit, bah t'as les suspentes en gros, qui sont emmêlés dans le bord de l'aile. Donc j'avais, je sais pas, 20% de l'aile en moins. Ouais, je vois très bien. Donc moi, mon premier vol, c'était ça. Effectivement, j'ai pas trop moufté pendant mon premier vol. Déjà que j'ai un peu peur du vide et tout, j'étais pas rassuré. Donc c'est de cet ordre-là ce que je te demande. Est-ce que toi, qui fais des choses beaucoup plus extrêmes, est-ce que... Tout simplement ma première chute libre, parce que moi j'ai commencé à une époque où on n'apprenait pas directement en chute libre, on commençait d'abord par des commandés, c'est-à-dire qu'on ne goûtait pas tout de suite à la chute libre, on s'est lancé de l'avion et le parachute s'ouvrait automatiquement quelques secondes après. Et du coup, il fallait attendre d'avoir 4-5 sauts avant de goûter sa première chute libre. Et du coup, je me rappelle très bien de ma première. Ça, c'est un moment marquant. Ça durait que 10 secondes parce qu'en plus, on y allait petit à petit. Mais ces 10 premières secondes, je les oublierai jamais. En termes de peur? Pardon? En termes de peur au ventre, de boule au ventre? Non, même pas. Non, plus le plaisir, en fait. Ah d'accord, donc toi, la toute première fois que t'as sauté, ça t'a déjà fait plaisir, ça t'a déjà mis en joie. Ah oui, complètement. Durant la chute libre, j'étais très, très heureux. C'est pour ça que j'ai su que j'allais en faire beaucoup. D'accord. Alors, au chapitre des souvenirs, bon voilà, t'as pas spécialement de choses à me raconter, il y a jamais eu d'accident? Non, d'accident, pas spécialement. Je touche du bois, j'en ai pas eu de marquant. Sinon, un super saut avec des très bons amis dans les Dolomites. Là, pour le coup, c'est du base jump en wingsuit. Rappelle-nous où sont les Dolomites, s'il te plaît. Les Dolomites, c'est en Italie. Dans quel coin à peu près? C'est dans le nord, hein? C'est dans le nord de l'Italie, tout à fait. Je crois que c'est là qu'avait été tourné le film Le nom de la rose. Bref. Oui, c'était déjà parce que c'était avec des très bons amis. Et ensuite, parce que c'était du paralpinisme, c'est-à-dire qu'on est monté par la voie normale du Mont Asnières, en via ferrata, plus une longue marche. Après une nuit en refuge, on a fait la marche d'approche la veille. Et du coup, c'est une expérience, c'est une aventure, parce que tu cherches, à la fois ça combine un peu l'alpinisme, même si c'était du gentil alpinisme, mais quand même. Puis après avoir passé 6-7 heures pour gravir la montagne, avoir le luxe de pouvoir en sauter et voler pendant 2 minutes environ en wingsuit à peu près, c'était vraiment un pur bonheur partagé avec des amis chers. Est-ce qu'on peut espérer de mieux? Voler avec des amis et donc on voit les vidéos effectivement des gens qui se suivent, qui sont dans l'aile de l'autre, comme on dit. C'est vrai que c'est beau, c'est impressionnant, c'est beau. Ce qui va souvent marquer en fait quand tu demandes à un parachutiste ses souvenirs, c'est souvent le partage avec les autres, parce que tout seul c'est rare. C'est intéressant ce que tu dis humainement. C'est vrai que de voir quelqu'un avec soi, ça doit être une espèce de projection qui fait que le plaisir est augmenté. Et c'est voilà, partager des choses quand elles sont belles, c'est vrai que ça les rend encore plus magnifiques. C'est pas vrai que pour le parachutisme, c'est vrai pour tout. Un bon plat, un bon vin, il est encore meilleur quand il est partagé. Je dirais même qu'il y aurait beaucoup moins de saveur. Un bon vin tout seul, c'est quand même pas la même chose. C'est de l'alcoolisme. D'accord. Ok, donc tu es à Gap dans les Hautes-Alpes. Donc raconte-nous le saut type, c'est-à-dire voilà de A à Z, au moment où tu pars de chez toi, au moment où tu reviens, à quelqu'un qui connaîtrait pas du tout. Dis-moi comment ça se passe. Un saut type en wingsuit. Ah, en wingsuit, ça commence par... Alors attends, je me permets encore de te couper. Il y a un truc, je voudrais vraiment en avoir le cœur net. C'est que moi, j'entends que tu me dis wingsuit comme shooter. Non, et moi je dis wingsuit. C'est le téléphone ou c'est moi qui ai mal compris ou... Non, c'est pas le téléphone. Si tu le mets un peu en français, ça fait wingsuit. Oui. Mais si tu le dis un peu en anglais, c'est wingsuit. Donc du coup, comme on hésite et qu'on sait jamais comment le dire, d'accord. Merci. C'est vrai qu'on alterne un peu entre les deux termes. Alors très bien, merci d'avoir levé cette ambiguïté. Juste je me disais mais moi je dis wingsuit, lui il dit wingshoot, donc je comprends pas. Bon ok, on a compris que c'était le même mot mais prononcé différemment. On n'a qu'à dire combinaison ailée et puis comme ça on se trompera plus. D'accord, oh, c'est pas grave, restons avec nos différences. Mais personne le dit en fait, la vérité c'est que personne le dit en fait. Bien sûr, j'imagine. Alors raconte-moi comment ça se passe un saut de A à Z pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien, si tu devais raconter ça à un aveugle.
Eh ben déjà ça commence par la phase de préparation, on s'équipe en bas, donc avec la wing chute, il faut la monter sur le parachute, ça se fait pas tout seul. Elle pèse combien? La wing chute? Ouais. Oh, c'est pas très lourd, ça doit faire ça dépend parce qu'il y a toutes les tailles en fait, donc ça dépend de sa taille si elle est très petite ou grosse, mais ça excède pas un kilo, kilo 5. D'accord, il y a le casque, il y a 2-3 trucs. Ah en plus il y a le casque, en plus il y a le parachute surtout qui lui est quand même le plus lourd, hein. Un parachute école ça pèse 14 kilos et un parachute confirmé ça pèse 7 kilos. Donc c'est surtout ça qui va être le plus lourd. Tu as fait une nuance que j'ai pas compris. C'est parachute école, parachute confirmé, c'est quoi la différence? Ah pardon, excuse-moi, oui. Parachute école, c'est un parachute élève en fait. Quelqu'un qui fait son premier saut, ça pèse 14 kilos quand on est débutant. Heureusement, après, par la suite, ça s'allège. Quand on est confirmé, on a la chance d'avoir un parachute un peu plus léger, qui fait la moitié, 7 kilos. 7 kilos, d'accord. Il y a une différence de surface, évidemment, entre 14 et 7 kilos. Oui, la différence, c'est les surfaces des parachutes eux-mêmes, en fait. Donne-moi les surfaces, le 7 et le 14, ils font combien? Eh ben, un élève, on va lui donner une voile d'à peu près 24 mètres carrés. Ouais. Et quelqu'un, après, les plus petites en parachutiste, ça peut faire 7, 8 mètres carrés. Ah oui, carrément. D'accord. Okay. Ouais. Ça peut être plus petit. Ok, très bien. Et du coup, déjà, donc, quand on veut faire un saut en wing chute, il faut déjà plugger la wing chute au parachute. Il faut tout dézipper, emprisonner le parachute à l'intérieur de la wing chute. Et ensuite, après, on va soi-même s'équiper, mettre le parachute et la wing chute. Donc, pour ça, on va mettre ses jambes à l'intérieur et ensuite ses bras. On met tout ça sur le dos, on referme toute la wing chute. On prend le matériel. Il y a un truc que j'ai pas compris qui me paraît un peu contre-intuitif. T'as dit enfermer le parachute à l'intérieur de la wing chute. Moi, je l'aurais plutôt mis à l'extérieur, le parachute. Oui, non, tu as raison. En fait, la partie qui s'ouvre reste à l'extérieur de la wing chute, bien entendu. Mais les cuissardes, les bretelles, elles, viennent à l'intérieur de la wing chute. Merci de cette précision, d'accord. Pas de souci. Tout est clair. Et en fait, après, c'est justement pour ça qu'on peut pas faire de la wing chute quand on est débutant, c'est que mine de rien, on s'enferme après soi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va mettre ton corps dedans, dans le parachute et la wing chute, et on va fermer le tout. Et du coup, après, on est enfermé dans la wing chute. C'est pour ça qu'on peut pas faire de la wing chute dès qu'on commence le parachutisme, parce que mine de rien, on n'est pas libre de tous ces mouvements. Et on n'a plus toute l'amplitude qu'on a d'habitude. Alors, par exemple, prenons un type comme moi qui voudrait faire ça. Quels sont les prérequis? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout seul sans wing chute, on peut dès le début. D'ailleurs, on apprend, ça s'appelle le stage PAC, la progression accompagnée en chute, on t'emmène dès le début et ça s'apprend très bien avec des moniteurs. C'est-à-dire, tu fais ton premier truc tout seul, tu sautes tout seul dans le vide, la première fois? Non. Alors, on vient quand même avec, 2 moniteurs vont venir avec toi pour quand même t'aider à trouver la position, à te sécuriser, et petit à petit, puis un moniteur qui va lâcher de plus en plus jusqu'au 6e, 7e saut. 7e saut, normalement, si tout va bien, tu pars tout seul. Alors, toi, tu me dis partir tout seul. Le fameux premier saut, tu sautes tout seul et le moniteur te rejoint ou t'es toujours en tandem? Non, c'est pas en tandem. Non, t'as déjà ton propre parachute. Ouais. Mais les moniteurs sautent avec toi. Et ils sautent accrochés à toi pour t'aider, en fait. Le moniteur est accroché tout le temps jusqu'au 7e saut? Non, juste pour le tout premier. Après, au 2e, au 3e, etc., il va petit à petit, il va lâcher de plus en plus. Alors attends, excuse-moi. Si jamais ça se passe mal, que la personne panique et s'agite, bon moi j'ai fait beaucoup de plongée, donc c'est pareil, quand une personne panique en plongée et qu'elle est accrochée ou qu'elle s'accroche à toi, ça devient dangereux. Donc là je me dis que s'il y a quelqu'un qui tout de suite commence à paniquer, machin, c'est délicat quand même pour se poser. Ça, on sait gérer ça en chute libre, et normalement ça se passe pas trop mal. Après, il faut savoir que par contre, une fois le parachute ouvert, là par contre tu es tout seul. Les moniteurs ne sont plus là, mais on reprend contact avec la radio. Et après, ça ressemble grosso modo à ton premier vol de parapente. Ah, c'est-à-dire que s'il y a un type qui panique trop, le moniteur le largue et le parachute s'ouvre automatiquement. Exactement. D'accord. Ça t'est déjà arrivé? Non, pas parce que la personne paniquait, plus parce qu'elle avait oublié d'ouvrir son parachute ou des choses comme ça, mais... Attends, je comprends pas. T'as largué la personne parce qu'elle avait oublié d'ouvrir le parachute? Aux élèves, ça leur arrive souvent au début, c'est normal. C'est une fois sur deux que les élèves pensent à ouvrir à 1500 mètres. La plupart oublient parce qu'ils sont concentrés sur autre chose, et d'ailleurs, c'est absolument pas grave, en fait. On est là pour ça. Après, plus tard, par contre, ça... Je comprends pas. C'est-à-dire les personnes oublient d'ouvrir leur parachute, c'est ça? Ils sont concentrés sur autre chose. Ils sont concentrés sur leur position, ils sont concentrés... Je comprends qu'ils oublient la bonne altitude, mais alors du coup, s'ils sont seuls, comment le parachute finit par s'ouvrir? Parce que le moniteur, sympathiquement, lui ouvre le parachute à 1500 mètres quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si l'élève oublie, c'est le moniteur qui le fait à sa place. On va quand même pas le laisser s'écraser, le pauvre. Oui, mais alors ça implique que tu sois à côté. Oui, on est toujours à côté. Vers la fin du saut, entre 2000 et 1500, on se rapproche et on revient accrocher, quoi qu'il arrive. Mais alors, vous êtes tous les deux en l'air et les moniteurs, ils sont suffisamment bons pour pouvoir se diriger et revenir à côté d'un mec quand même en chute libre, en vol. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est quand même impressionnant. On est formé pour ça. Et au pire, si l'élève il se perd et que t'arrives pas à le rattraper pour 1000 raisons, il y a un appareil de sécurité. C'est-à-dire? Pire du pire.
Si vraiment l'élève oublie et qu'il y a un déclencheur de sécurité qui va ouvrir le parachute de secours, mais très bas. À 225 mètres, c'est pas conseillé d'attendre ce moment-là. C'est-à-dire qu'au pire, le parachute s'ouvre tout seul. Au pire, mais très bas. Sans que la personne ait attiré, admettons, une crise de panique totale, la personne fait rien, elle se met en position fétale, bim, le truc s'ouvre tout seul. Oui, au bout d'un moment, oui. Ça n'a pas toujours existé, c'est assez moderne. Ça existe depuis 20 ans à peu près. Avant, ça n'existait pas. Ça s'appelle comment, ça? On l'appelle un déclencheur de sécurité. Un déclencheur de sécurité, d'accord. Non, tu vois, j'aime bien parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et donc après, il faut attendre 100 sauts, 150 sauts avant de pouvoir s'élancer en wing shoot. Une fois que tu maîtrises quand même relativement bien la chute libre. Alors attends, je viens de comprendre que, en fait, tout ce que tu m'as dit là, c'était juste pour le parachute. C'est pour faire de la chute libre, mais sans wing shoot. On peut pas commencer directement en wing shoot, c'est pas possible. D'accord, j'avais pas compris. Tu peux pas faire de wingsuit, comme t'as dit tout à l'heure. En fait, c'est juste le parachute. Et quand t'as fait 150 sauts, c'est ce que tu disais. Exactement. Et que t'es un peu essayé à la chute libre en l'air, si je comprends bien, sans wingsuit. Voilà, tu commences un peu à mettre. C'est ça. C'est là que tu fais ton premier saut avec. Exactement. Avec la wing shoot. 150 sauts. Ah oui, c'est quand même faut. Ouais, faut attendre un petit peu, ouais. D'accord. Enfin, ça peut aller vite, hein. 150 sauts, ça dépend de chacun. Tu peux les faire en une saison ou deux, mais oui, on peut pas commencer directement. Bref. Une fois qu'on est en wing shoot, on commence avec des petites wing shoots et après on va prendre de plus en plus gros éventuellement. Et donc la préparation du saut, on disait oui, on a préparé la wing shoot, monter dans l'avion. L'avion, il y a un petit quart d'heure de montée pour arriver à 4000 mètres. Et ensuite, 2 minutes avant le largage, on se prépare, on ferme les dernières écoutilles de sa wing shoot, met son casque, ses lunettes, et après c'est le fameux moment de la sortie. En wing shoot, on parlait de dernier, toujours. On laisse les parachutistes sans ailes partir avant nous. Et ensuite, le moment de la sortie, on s'élance. Pourquoi? Il y a une logique à ça? Bah oui, parce que les wing shooters volent beaucoup plus longtemps. Et là où les parachutistes classiques vont voler 1 minute, ceux qui ont des assez larges wing shoots peuvent voler jusqu'à 2 minutes 40, 3 minutes. Donc du coup, forcément, s'ils partaient devant, ils pourraient techniquement remonter dans les parachutistes sans wing shoot. Donc il vaut mieux qu'ils partent après. Ah oui, d'accord, pour que les autres aillent tout de suite plus bas pour éviter les collisions. Exactement, pour éviter les collisions, oui. D'accord. Tout ça a été pensé, Et oui, faut pas croire. D'accord. Maintenant, les wing shoots sont tellement performantes qu'il faut même faire attention à l'avion quand on descend. Donc, faut se coordonner aussi avec le pilote pour pas créer la collision entre avion et wing shooter. Ouais. D'accord. Alors, c'est vraiment une question de bac à sable, mais toi, t'en es à combien de sauts, là, au bout de 20 ans? J'en ai 15 000 à peu près. D'accord. J'étais fier de mes 4000 plongées, mais là, tu m'enrhumes, là. En parlant de s'enrhumer, j'ai vu que Kylian Jornet, que je connais aussi, oui. que j'ai interviewé, oui, bien sûr. que tu dois connaître aussi, surtout à Gap, l'Ultra Trailer. Ce fameux Kylian Jornet, il y a une petite vidéo de lui avec un wing shooter apparemment assez célèbre qui s'appelle Tom Eric Heimer, qui l'enrhume. Exact. Lui, il descend à ski, là, et voilà, c'est une vidéo que j'ai vue dans l'équipe. Oui, c'est vrai, ouais, elle est récente, ouais, je l'ai vue il y a pas longtemps. Lui, il est en short, il fait du ski en short, et il y a un pote à lui qui le frôle en wing shoot, et c'est vrai que c'est très impressionnant, la vitesse. Ah bah oui, là c'est sûr que même si tu skis très bien, tu peux pas aller à la même vitesse qu'un wing shooter. Hein. Comme tu l'as dit, sur trajectoire, il vole à peu près à 200 et quelques kilomètres heure, 240, 250. Oui, et le japonais qui a fait ses 23 kilomètres, là, lui, il est arrivé à 363 kilomètres heure. Ah ouais, ça c'est quand même... Ah oui, si tu prends de la vitesse et si tu mets l'angle et que tu piques un peu, tu accélères. Toi qui as fait beaucoup de théories, un homme qui tomberait en étant bien aérodynamique, il pourrait aller à combien? Sans wing shoot? Oui, c'est-à-dire une masse qui tombe, en offrant peu de résistance à l'air, elle peut tomber à combien en chute libre? Un homme, quand même, on parle. Hein. Oui, je sais pas si c'est des chiffres que vous avez quand vous faites vos cours de théorie. Oui. Non, mais il y a un record. Les records sont à 427 km/h. Ah, c'est-à-dire que, bim, tu tombes comme une pierre en chute libre en faisant attention à pas avoir trop de frottement, t'arrives à 427 km/h, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, en l'occurrence, faut pas du tout tomber comme une pierre, il faut tomber en piqué, il faut plutôt contrôler son piqué, en fait. Si tu te laisses aller complètement comme une pierre, genre en boule, t'irais pas aussi vite. En boule complète, tu devrais chuter à 260 km/h max, 270 peut-être. Je veux pas dire de bêtises, et voilà, et c'est ça que je tapais sur mon clavier parce que depuis tout à l'heure ça me taraude. Moi encore une fois, je fais un truc sur les animaux, enfin en tout cas sur le monde vivant. Et là, je cherchais en fait la vitesse maximale jamais enregistrée du faucon pèlerin, qui a le record de vitesse dans le règne animal dans l'absolu. Alors? Eh ben, essaie de deviner, tiens. Je te pose une colle. Ça m'étonne que tu le saches pas. Moi je pense qu'il doit pouvoir atteindre à peu près. Après, il a pas beaucoup de masse, mais bon. Tu l'as dit. S'il se plante bien. Donc bref, le record, il est voisin du vôtre.
c'est de 389 km/h. Ah ouais, bah, je sais qu'à l'époque, il y avait un chuteur qui chutait avec son faucon apprivoisé. Il faisait de la chute libre avec. Le faucon le suivait, donc j'imaginais bien qu'il en était capable. Ça, c'est extraordinaire, un wing shooter qui fait ça avec son faucon, oui, c'est fou. Je chercherai les images. Et puis voilà, pour finir sur les chiffres, donc le record, encore une fois, moi ça m'intéresse, hein, dans le monde animal, t'as la vitesse sur terre, donc ça c'est le guépard, je crois qu'il arrive à 100 km/h. T'as les vitesses dans l'eau, ça c'est le marlin bleu qui a le record, 110 km/h. Et dans l'air, donc ça fracasse tout ça, hein, c'est bien plus important, c'est le faucon pèlerin, 389 km/h. Et pour ceux que ça intéresse, le faucon pèlerin plonge à 180 et il plane à une vitesse seulement de 90 km/h. Voilà, ça c'était pour vous comparer avec les oiseaux. Je sais pas si ça t'intéresse. Ah, mais moi, ça m'intéresse énormément. Nous, on regarde très souvent les rapaces voler et on les regarde avec beaucoup d'envie parce que on sait qu'on n'atteindra jamais cette perfection. C'est intéressant ce que tu me dis parce que tu m'as donné le numéro d'une de tes amies qui s'appelle Jessica et que j'espère aussi interviewer un jour, qui me racontait que un jour elle avait volé et qu'il y avait un aigle à côté. Elle volait à côté d'un aigle sauvage. Est-ce que c'est des expériences que tu as déjà faites? Nous, ici, on a pas mal de buses, en fait. Ce sont des petits rapaces et ça nous arrive assez souvent, ouais, de les voir venir voler à côté, ouais. Ils regardent toujours d'un air un peu méfiant, mais de temps en temps, ils se laissent un peu approcher. Ils jouent un peu avec nous. Tu me parles en faisant du parachutisme ou du wing shoot? Parce qu'en wing shoot, tu vas vite, hein, donc. Non, en wing shoot jamais. En wing shoot, les seuls rapaces que j'ai croisés, c'était des vautours, mais c'était. C'est rapide. C'est rapide, oui. J'imagine que ça va tellement vite que même si un oiseau. Non, ouais, non, tu peux pas voler avec un rapace et puis je pense que tu passerais trop vite. Après, lui, ça n'empêche pas de t'éviter, hein. Ouais. Donc il te verra arriver. Mais alors du coup, je suis pas sûr de comprendre ce que m'a dit. Je leur demanderai à Jessica. Apparemment, elle, c'était un wing shoot. Et elle a vu un aigle où il y avait un aigle à côté. Enfin, je sais pas comment tout ça s'est fait. Faudrait lui demander si elle avait pas déjà le parachute ouvert parce que en volant, ça me paraît quand même un peu difficile. Mais je pense qu'elle voulait dire une fois le parachute ouvert. Ça, c'est possible par contre. Ou aperçu en passant. Oui, il faut voir. D'accord. Ou aperçu en passant, ça c'est possible. Moi, j'étais déjà à Archian, qui est un spot ici, pas très loin de Gap. J'ai déjà vu des vautours en vol, mais il y en a beaucoup. Tu veux glisser un mot sur les vautours parce que moi j'aime beaucoup ces oiseaux, hein, qui étaient très rares et qui. Non, je les connais pas très bien. Je suis pas du tout spécialiste. C'est juste qu'ici, ils ont été réintroduits dans le Verdon et aussi dans le cirque d'Archian. Et du coup, c'est là que j'en ai souvent vu en pratiquant le base jump. Parce que c'est deux gros spots où on va souvent. Et voilà, c'est là où j'ai souvent vu des vautours. Bah eux, ils sont impressionnants notamment par leur envergure et que a priori tu te dis mais comment ils font pour voler et pourtant ils volent. Alors là, j'en profite pour étaler un peu ma science, hein. Tu l'as compris, les animaux me passionnent et chez les oiseaux, il y a deux formes de vol. Il y a évidemment le vol battu, c'est-à-dire les oiseaux comme les moineaux qui battent des ailes ou les pigeons, et puis tu as le vol plané. Et donc, les fameux rapaces dont tu parles, les vautours, on parlait des aigles tout à l'heure, sont les spécialistes du vol plané, c'est-à-dire qu'ils volent sans effort. Dans les fameux thermiques, c'est le principe du parapente, et c'est pour ça qu'ils ont ces immenses ailes, et que effectivement le vol battu, c'est un vol qui est très gourmand en énergie, alors que le vol plané, t'as rien à faire. Enfin, l'oiseau n'a rien à faire. Je le glissais au passage, et c'est évidemment pas pour toi que je dis ça, tu dois le savoir, c'est pour ceux qui nous écoutent. Nous, on s'inspire uniquement du vol plané, en fait, c'est celui qui nous intéresse. Ah je vois mal un wing shooter battre des ailes, ce serait assez rigolo, tu vois. Ce serait rigolo, mais je pense que ça serait voué à l'échec. Moi, je commence à avoir fait le tour avec mes questions. Est-ce qu'on a tout abordé? Est-ce qu'il y a des petits aspects qu'on a oubliés, que tu voudrais me glisser? Tout à l'heure, on parlait d'enfants, par exemple. Est-ce qu'il y a un âge requis pour faire du wing shoot? Comment ça se passe, les enfants? De toute façon, il y a un âge requis pour faire du parachutisme, donc de la wing shoot, qui est de 15 ans. On ne peut pas descendre en dessous, mais c'est compliqué parce que il y a quand même des histoires de responsabilité. Il serait difficile d'expliquer à un enfant. Ça reste un sport bien pratiqué, il n'est pas risqué. Évidemment, il faut quand même respecter certaines règles et du coup, avec un adolescent, ça peut déjà être compliqué, mais alors avec un enfant, ce serait impossible. D'accord. Je sais pas si c'est très utile de parler d'argent. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais est-ce que c'est un sport qui est à la portée de toutes les bourses? Ou est-ce que c'est cher? Donne-moi une idée des prix, des cours, du matériel. Comme tous les sports aéronautiques, ça reste relativement cher quand même. Ça veut pas dire qu'il est pratiqué que par des gens fortunés, loin de là. Mais on peut pas dire que c'est bon marché. Parce que l'avion coûte cher, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Tous les loisirs aéronautiques coûtent cher de toute façon. Le prix d'un saut est à environ d'une 30aine d'euros en France. Oui. C'est pas cher, ça. Pardon? C'est pas cher. Enfin, 30 balles pour sauter. Ça va.
Mais il y a le matériel un parachute, ça vaut 6 000 € environ. Ah bon? Donc ça, c'est assez cher. Bon, après, ça dure. Le parachute 14 ou 7 kilos, là, c'est 6 000 €? Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Après, ça dure très longtemps, hein. Ça dure, t'en as selon la pratique, tu peux en avoir pour 10 ans, donc. Certes, mais alors, un parachute, ça m'a l'air plus cher qu'un parapente? C'est plus cher parce qu'il y a 2 voiles. Il y a la voile principale, la voile de secours, l'appareil de sécurité dont on a parlé, plus le harnais. Ah, donc, oui. tout ça coûte plus cher que le parapente, oui. Parce qu'un parapente, c'est 2 000 € à peu près. Oui, c'est ça dépend de la performance de la voile, mais pour 2 000 €, tu peux t'équiper, oui. D'accord. Mais en fait, là, le problème, c'est qu'il y a 2 voiles, plus le harnais. Et du coup, tout ça fait que oui, c'est assez cher à l'achat. D'accord. Donc, 30 balles le saut, 6 000 le parachute. Le wingsuit lui-même, il coûte combien? Là, ça dépend, pareil, de la performance de la wingsuit, mais ça oscille entre 600 € et 1 300 €. D'accord. Puis après, il y a un peu d'autres équipements, le casque, tout ça, ce qui fait que... Bon, ça, on va dire, à côté, c'est anecdotique. D'accord. Donc, tu disais que ça coûtait cher. Quoi, par exemple, bon, toi, t'es prof, donc c'est ton métier, donc tu gagnes ta vie avec ça, mais par exemple, tes élèves, ils déboursent combien à l'année pour pratiquer ce sport, à peu près, en moyenne? J'en sais rien, faudrait que je leur demande. Fais un rapide calcul. J'ai pas fait le calcul, vaut mieux pas calculer. Moi, je sais que j'y passais pas mal d'argent quand j'étais débutant à leur place. C'est quelques milliers d'euros quand même, quelques milliers d'euros par an. Ah oui, c'est sûr. Ok, donc on a fait le tour de l'ordre d'idées en termes d'argent. Toi, tu as la chance de faire du parachute avec ta femme. C'est comme ça que je vous ai rencontré sur Internet d'ailleurs. Oui, c'est vrai, oui. Je vous ai pas rencontré, je vous ai trouvé sur Internet et vous faites tous les deux du parachute. Oui, c'est vrai, oui. On s'est rencontrés comme ça. Il y a autant maintenant de femmes que d'hommes qui, quasiment, à la base, c'est vrai que c'était un sport qui était un petit peu masculin, mais aujourd'hui, c'est plus vrai du tout, hein. Il y a beaucoup de femmes. On pourrait injecter un peu de romantisme dans Baleine sous gravillon, ça serait la première fois, pourquoi pas. Est-ce que tu tiens à me raconter votre rencontre entre parachutistes? J'étais en déplacement dans le nord de la France et on s'est rencontrés en sautant, tout simplement. Elle voulait apprendre un peu à voler, bon pas en wingsuit, en free fly. Et elle le savait déjà faire, hein, mais elle voulait se perfectionner un petit peu. Et comme moi c'est ma spécialité, du coup on a fait quelques sauts pour la perfectionner. Et c'est comme ça que j'imagine que on est tombé amoureux. Est-ce que la vérité entre vous s'est établie en plein vol? Non, pas du tout, mais j'imagine que ça a commencé là. J'en viens à ma question rituelle de Baleine sous gravillon. C'est tout simplement ce que t'inspire le titre de mon podcast. Ça peut tout à fait rien t'inspirer, et c'est pas un drame et c'est pas un crime. Mais qu'est-ce que t'inspire ce titre, si ça t'inspire quelque chose, Baleine sous gravillon? Bah si, moi, Baleine sous gravillon, ça m'inspire parce que c'était une blague qu'on faisait souvent, en fait, pour dire que il y a quelque chose d'énorme, en fait. Par exemple, quand toi t'étais dans ton avion avec ta future femme, enfin, il y avait Baleine sous gravillon. Exactement. C'était surtout dans ce contexte que je l'utilisais la plupart du temps. C'est quand on savait très bien que quelqu'un était attiré par quelqu'un d'autre et on disait un peu, voilà, il y a Baleine sous gravillon. C'était genre, c'est écrit, quoi. On sait très bien que ça va finir par se faire. Bah écoute, Thomas, je te remercie. Merci du temps que tu m'as accordé. On comprend mieux ce que c'est. Mais je t'en prie, Marc. On a fait le lien avec l'écureuil volant. On a même parlé des vautours. Ça m'a fait plaisir. Oui. Et à bientôt. J'espère un jour avoir la chance de voler avec toi. J'espère que l'occasion se... Ah hésite pas, oui, si un jour l'expérience te tente. Maintenant que tu as déjà fait la partie parapente, alors il reste plus qu'à se jeter dans le vide et puis on est bon. On a fait beaucoup de théories déjà et quasiment la formation. Donc ça sera avec plaisir. Merci Thomas et au revoir et voilà, bel été. Je t'en prie, Bart. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt, ça marche. Ciao. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je remercie particulièrement Juliette, la fille de mon ami Olivier, de m'avoir suggéré cette belle idée des écureuils volants. Grâce à elle, j'ai appris énormément de choses, et j'espère évidemment que vous aussi. Merci de partager cet épisode si vous l'avez trouvé intéressant. Merci de vous abonner, de mettre des étoiles et des commentaires si vous voulez me soutenir. Je vous le demande à chaque fois, je sais bien, mais peu le font, et c'est pourtant essentiel pour l'avenir de ce podcast. Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous, et surtout quand il y a un homme écureuil dans les parages. Merci, à bientôt, au revoir.